Bonjour les femmes de Hamilton. Êtes-vous enceinte? Ou avez-vous déjà y pensé à donner naissance, mais vous n'êtes pas assez informé pour le faire? Mais n'inquiétez-vous. Durant cette vidéo, je vais vous donner toute l'information nécessaire pour donner naissance quand vous êtes prête. Dans cette vidéo, je vais vous parler des changements durant la grossesse, des différentes périodes de la grossesse et comment ils sont importants, tout ce qu'il ne faut pas faire durant la grossesse qui pourra nuire au fœtus, les maladies qui peuvent avoir des effets néfastes sur les fœtus, et finalement, les méthodes d'accouchement. Premièrement, en ce qui concerne les changements physiques, les femmes durant la grossesse gagneront du poids, normalement d'environ 9 à 12 kg. Si une femme ne réussit pas à gagner assez de poids, le bébé risque de souffrir d'un retard de croissance, de la naissance prématurée ou même de mourir à la naissance ou peu après. Un autre changement physique inclut l'augmentation du métabolisme d'environ 20% pour assurer que le cœur et les poumons ont assez d'énergie. Les femmes enceintes doivent aussi assurer un apport stable de glucose. Cela est surtout pour les femmes ayant le diabète. Si une mère ne réussit pas à contrôler, le bébé a 3 à 4 fois plus de chances d'avoir des anomalies congénitales. De plus, pour les femmes enceintes, le rythme du corps augmente, ils ont un plus grand besoin pour l'oxygène, le volume sanguin augmente, la taille et le poids des reins augmentent, l'activité de l'estomac ralentit, le temps de transit est allongé dans l'intestin et finalement, il peut avoir des effets sur la pigmentation de la peau ainsi que de nouvelles marques de beauté. Pour certaines femmes, il peut être difficile de comprendre qu'il y a un autre être humain en train de grandir dedans nous durant la grossesse. Dans cette partie, je vous expliquerai les différentes périodes importantes du fœtus. Premièrement, il y a la période germinale. La période germinale se passe de la fécondation à 2 semaines après la fécondation. Durant les premiers 3 jours, comme dans l'image ici, on peut voir que le zygote est en train de s'en aller vers l'utérus, tout en se reproduisant par mitose. Elle se reproduit constamment jusqu'à ce qu'elle devienne un sac rempli de fluide comme dans l'image ici. Elle continue à se descendre par le tronc Fallope. Elle commence ensuite à différencier les cellules. Environ 10 à 14 jours après la fécondation, si elle réussit, l'embryon s'implantera dans l'utérus et pourra poursuivre son développement. Après que l'œuf s'implante, on commence une nouvelle phase appelée la période embryonnaire, qui est généralement de la 2e au 8e semaine. Dans cette période, les organes et les systèmes principaux commencent à se former et développer rapidement. Cela inclut donc le système respiratoire, digestif et nerveux. Durant cette phase, la placenta, l'organe qui fait le lien entre le fœtus et le cœur de la mère, apporte le sang au bébé ainsi qu'il rapporte à la mère par le cordon ombilical. Les deux systèmes ne sont pas reliés directement. Vers le 22e jour, le cœur du fœtus commencera à battre pour la première fois. Après environ 1 mois, le cerveau prend sa forme ainsi que le système nerveux. On aperçoit à cette phase la tête, les yeux, les bras et les jambes. Après 2 mois, les doigts et les orteils paraissent. À la fin de cette phase, le fœtus a la forme d'un être humain. C'est donc cette phase et avant que le fœtus sera très vulnérable. Les fœtus qui sont atteints gravement peuvent causer un avortement spontané, ce qui en général est plus commun dans les femmes plus jeunes. Lorsque les premières cellules osseuses apparaissent, généralement à la 8e semaine, on le considère à la période fœtale. Cette période sera la dernière jusqu'à la naissance. À la 3e mois, il a des ongles, des paupières, des cordes vocales, des lèvres et un nez. Il peut bouger certaines parties de son corps et on peut connaître son sexe. Au 4e mois, les mouvements sont plus énergétiques et donc la mère pourra sentir les coups de bébé. Au 5e mois, le bébé commence son sens d'individualité. Si on met la tête contre le ventre de la mère, on pourra entendre le cœur battre. Il a maintenant des cils et des sourcils et des cheveux fins commencent à pousser. Au 6e mois, les yeux sont complets et il est capable de les ouvrir et fermer et pleurer. Un bébé qui naît à ce stage a de très bonnes chances de survie. Au 7e mois, les réflexes sont complétés. Il pleure, avale et peut sucer son pouce. Un bébé qui naît à ce stage peut survivre avec des bons soins médicaux. Au 8e mois, le fœtus est étroit dans l'utérus.
Juste avant la naissance, le fœtus arrêtera de grandir et la couleur rouge du pot commence à se faner. Maintenant que vous connaissez le processus du développement du fœtus, il est important de savoir que ces étapes peuvent seulement se reproduire dans des bonnes circonstances. Dans cette partie, je vais vous parler de ce qui pourrait nuire au bébé et au développement du bébé une fois né. Premièrement, plusieurs médicaments comme la tétracycline, certains barbituriques, les opaciers et autres dépresseurs du système nerveux central, l'Aquitane et les médicaments pour traiter l'épilepsie et beaucoup d'autres peuvent avoir des effets tératogènes, surtout s'ils sont consommés durant les premiers 3 mois de la grossesse, parce que comme j'ai dit avant, cela est la partie la plus vulnérable. Deuxièmement, la nicotine franchit la barrière placentaire et peut nuire au développement du fœtus par le ralentissement de la croissance, une augmentation du débit cardiaque et même de la naissance prématurée. À long terme, on a découvert des problèmes neurologiques, respiratoires, cognitifs et comportementaux sont aussi liés. Si l'alcool est consommé durant la grossesse, ça peut être très dangereux pour le fœtus. Cela est parce que l'alcool consommé par la femme durant sa grossesse se retrouve dans le sang du bébé et nuit à sa croissance. Elle pourra lier à une défiance intellectuelle, des troubles d'attention, de l'agitation, de l'irritabilité, de l'hyperactivité, des problèmes d'apprentissage et beaucoup d'autres. Même les femmes qui ont consommé de petites quantités d'alcool avaient tendance à avoir des enfants plus agressifs vers l'âge de 6 à 7 ans. La consommation d'alcool peut aussi causer le syndrome d'alcoolisation fœtale. Les enfants avec cette maladie auront un sérieux retard de croissance, des malformations au visage et des troubles au système nerveux central. D'autres drogues telles que la marijuana, la cocaïne et la méthamphétamine peuvent avoir de sérieux effets sur le développement du fœtus. Si une mère porte une maladie telle que le sida, elle devra prendre des antirétroviraux pendant l'accouchement ainsi que son bébé pour éviter la transmission du sida à son fœtus. Pour les maladies comme la rubéole, les femmes sont encouragées à être vaccinées beaucoup avant la grossesse. Si elle le transmet à son fœtus, le bébé aura une très grande chance d'avoir des anomalies cardiaques. Pour les femmes qui ont de l'herpès génital, il y a des traitements à prendre lors de la grossesse et la césarienne est recommandée lors de l'accouchement. Si elle le transmet au bébé, elle peut aussi porter atteinte au système nerveux central et se manifester en forme d'encéphalite et peut même causer la mort. Le stress de la mère et la dépression peuvent être associés à l'hyperactivité et tempérament irritable du bébé, à des problèmes émotionnels et comportementaux, et le stress chronique peut causer un accouchement prématuré. L'âge de la mère et du père sont aussi des facteurs pouvant résulter en des maladies chromosomiques telles que le syndrome de Down, de plus grandes chances de devoir procéder césarienne, la naissance prématurée, des malformations congénitales, des troubles bipolaires, la schizophrénie et l'autisme. Cela est plus majoritairement influencé par les mères adolescents ou plus vieux que 35 ans, et les pères plus vieux. Après avoir entendu tous les effets tératogènes durant la grossesse, vous êtes maintenant prêt à donner naissance. Ou bien, presque. Je vais vous expliquer maintenant les différentes méthodes d'accouchement et le processus de naissance. Premièrement, il y a l'accouchement par voie naturelle, ce qui est le plus commun. Ce type d'accouchement est divisé en 3 différentes parties. Premièrement, on a le travail. Dans cette partie, qui dure normalement de 8 à 12 heures, il y a des contractions régulières. Au début de la phase, les contractions sont peu douloureuses et sont moins régulières. Vers la fin, ils deviennent de plus en plus réguliers et de plus douloureuses. Ces contractions ont pour but de dilater le col de l'utérus pour permettre à la tête du bébé de passer. Après le travail, nous passons à la phase d'expulsion. Elle dure environ 1 heure. Elle commence dès que le sommet de la tête du bébé traverse l'utérus et termine lorsque le bébé est complètement sorti. À la fin de cette phase, on coupe le cordon ombilicaire. La dernière phase est la délivrance, qui dure que quelques minutes. Dans cette phase, le reste du cordon ombilicaire ainsi que le placenta sont expulsés de l'utérus. Une autre méthode d'accouchement est la méthode césarienne. Un accouchement césarien est une chirurgie où on coupe la paroi abdominale afin d'extraire le bébé pour l'utérus.
Les raisons pour un accouchement césarien sont si le bassin de la mère est trop étroit, si la dilation du col ne se produit pas correctement, si le bébé a des difficultés ou si la mère souffre de l'hémorragie. Il y a aussi l'accouchement sous hypnose. L'hypnose est une forme de méditation profonde. Un hypnothérapeute apprendra à la femme comment s'auto-hypnotiser durant l'accouchement. Cela pourra diminuer la sensation de douleur et de rendre la durée du moment de naissance plus courte. Il y a l'accouchement dans l'eau qui consiste à donner naissance dans un milieu aquatique. Plusieurs femmes utilisent cette méthode pour avoir une meilleure détente musculaire durant l'accouchement. Ce processus nécessite aussi une sage-femme à cause que le processus de naissance est différent. Une sage-femme est une professionnelle éduquée et entraînée pour aider les femmes durant leur grossesse et la naissance pour soigner leur bébé. Les sages-femmes établissent une relation personnelle avec la femme tout au long de la grossesse et non juste durant l'accouchement. Ce sont normalement les femmes ayant un diplôme universitaire qui ont accès à avoir une sage-femme. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui vient avec la grossesse, ainsi de ce que vous devez faire pour assurer la santé de vous et de votre nouveau-né. Merci.